Ça fonctionne? Normalement, ça devrait. Ouais, normalement ça devrait pas avoir trop changé. Ça a marché la semaine passée, je ne sais pas comment ça marche cette semaine. Vaut mieux vérifier quand même. On va perdre un chaque semaine. On va en perdre plusieurs. Non, il y en a deux là. On va perdre trois. J'ai vu. Evan Arabe et avec qui d'autre? Il y a une fille et il y avait Michel aussi. Et j'ai pas pris ma feuille de présence, Ah ouais, mais il y a une fille. voilà, je le ferai chez moi. J'ai pu la même fenêtre la semaine passée, moi. Euh, C'est beaucoup plus grand. Ils sont moins colorés. donc ce qu'on a fait la semaine passée, hein, juste pour repasser un peu en revue ce qu'on a fait. Excel, la Donc Complètement, t'as fait? ouais. sur le Bitbucket, donc ici, en ligne dans Bitbucket, vous pouvez aller retrouver dans les commits ici, vous voyez qu'il y en a un nouveau, correction du premier cours. Et quand vous allez dans les sources, vous pouvez aller jeter un œil, vous allez voir que ici, Engine Java, j'ai recommenté un peu tout ce qu'on a fait la semaine dernière. Ça, vous pouvez aller soit copier-coller ça directement dans votre projet, soit vous pouvez aller télécharger et reprendre le repository en entier. C'est où qu'on voit ça? Alors ça, c'est ici. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein. Si ça fonctionne chez vous, c'est aussi, pour tous ceux qui suivent, un petit rappel. À chaque fin de cours, moi je vais mettre à jour ce lien-là. Vous le retrouvez ici, hein. Donc, vous avez cette adresse-ci, wiki.frankisaf.org. Oui. Donc wiki.frankisaf.org. Je le note en grand, NAC, si jamais la résolution est pourrie, NAC. Donc là-dessus, premier lien dans les. Enfin, il y a quelques liens. Vous allez vite reconnaître l'image. Ici, vous allez là. Et ici, là, il y a un dépôt Bitbucket pour suivre l'évolution du code. Donc, à chaque fin de cours, moi, je vais aller mettre là-dessus ce qu'on a fait. Donc, si jamais vous bousillez un truc, ou si ça marche plus chez vous, etc., si vous avez loupé une partie, vous pouvez très bien aller là, quoi. Je vais aller chaque fois couper là, c'est pas. Donc ici dessus, chaque fois vous pouvez aller retrouver les modifications, et si vous voulez voir juste ce qui a changé, vous pouvez très bien aller ici, donc dans les commits, vous cliquez là-dessus, et vous voyez tout ce qui est en vert, tout ce qui a été modifié, en rouge, tout ce qui a été retiré. Nous sommes. Donc ça c'est dans commits. Ici, vous avez tous les commits, donc le premier truc, là où j'ai mis les fichiers, puis après ça, le chargement des images, ici la correction du premier cours. Vous cliquez là, sur le commit que vous voulez regarder, et là-dedans, vous allez voir en fait la liste de tout ce qui a été modifié. Je ne sais pas pourquoi ce truc vient de se mettre. Ouais, c'est embêtant. Vous voyez en vert tout ce qui a été modifié. C'est tout ce qu'on a fait. Mais vous n'êtes pas. Donc, si vous voulez aller rejeter un œil, avoir un peu plus d'explications sur ce qu'on a revu ou être sûr de reprendre les trucs, vous pouvez aller jeter un œil là. Ça va? Tu n'étais pas sur le nom. Il est plus tactile ou quoi? Donc l'adresse du repo, du dépôt Bitbucket, c'est bitbucket.org /frankisafait/l'engine. Mais t'as cliqué sur autre chose. Alors je reviens dans Eclipse ici, on va passer vite en revue ce qu'on a fait. Donc là, ça c'est une classe de base pour l'utilisation dans Proclipse. Donc c'est une classe qui est en p-applet. Ça permet juste d'avoir une fenêtre et d'avoir toutes les options de dessin qui sont prêtes. On a créé une image. On l'a chargée avec Greymap test 1.png qui se trouve ici dans Eclipse. Donc les images elles sont là dans le folder data.
On a chargé les pixels, on est passé à travers les pixels, on a fait une détection basée sur le rouge. Donc quand le pixel est rouge, quand le rouge du pixel est à plus de 250, on le met en rouge pur. Et après ça, on met à jour les pixels et on va afficher l'image en faisant tourner la vue en fonction du nombre de frames. Affiché depuis le début, donc la vue tourne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la première classe qui va se charger de transformer notre image en modèle 3D. Donc pour ça, en Java, on va travailler avec des packages, ce qu'on appelle des packages. Donc les packages, c'est des sortes de dossiers dans lesquels on va ranger toute une série de classes qui s'occupent d'une problématique. Donc c'est des sortes de folders de code. Je vous montre ça tout de suite. On va créer un premier package, juste pour être cohérent par rapport à ce que j'avais fait. Hop, une seconde. Ouais. Alors on va créer un package. Oups. Zut. Oups. Ah. Back. Voilà. Clic droite, New, Package. Bam. Mon package, je vais le mettre dans le dossier SRC et je vais l'appeler Ground. Donc là-dedans, alors je refais vite fait. Clic droite sur le dossier SRC, New, Package. Et le package, moi j'ai l'habitude de toujours utiliser des minuscules partout dans le nom des packages. Comme ça on fait la différence avec les classes. Qui commencent toujours par une majuscule. Finish. Et je vois que j'ai fait un nouveau package qui s'appelle Ground. Maintenant, ce package qui s'appelle Ground, il existe aussi dans mon système de fichiers. Ici, dans SRC, j'ai un dossier qui s'appelle Ground. Donc, quand on crée un package, on crée un dossier. Donc, mon package Ground ici, ça se résume dans mon système à un dossier qui s'appelle Ground. Et on va faire une nouvelle classe là-dedans. New class. Et la première classe qu'on va faire, elle va s'appeler Ground. L'idée de cette classe-là, donc ce qu'elle va faire, Ground, je vous propose ces structures-là. Après ça, on peut repenser ça comme on veut, hein, mais l'idée de Ground, c'est qu'on va lui donner une image et il va le transformer en modèle 3D. Et c'est juste ce qu'il va faire. Tout le reste, c'est d'autres classes qui vont le faire. Ground, elle va se charger vraiment de faire la transcription de image jusqu'à modèle 3D. Alors, il y a plein de configurations possibles, on ne va pas passer là-dessus, juste prendre une classe publique par défaut. Voilà, j'ai ma nouvelle classe Ground. La première chose qu'on va faire dans une classe, c'est lui créer un constructeur. Un constructeur, donc en Java, c'est bien important de comprendre que le nom du fichier, ground.java ici, le nom de la classe et le constructeur doivent tous avoir le même nom. Exactement le même nom, pas plus ou moins, c'est exactement. Donc s'il y a une majuscule au début, et c'est l'idée en Java de repérer les classes en mettant des majuscules au début du nom. Quand il y a une majuscule ici, enfin quand je vois Ground ici, je m'attends à trouver dedans une classe qui s'appelle Ground avec un constructeur qui s'appelle Ground aussi. Le constructeur ici, donc ceci, c'est ce qui va nous permettre de créer un nouvel objet Ground. On va juste faire ça pour le moment et on va retourner dans l'engine.java. On revient là. Alors, mon Ground ici, eh bien, je dis que dans mon application l'engine, j'ai besoin d'un Ground. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma classe l'engine,
elle ne sait pas du tout ce que je veux dire quand je dis grande. Je ne lui ai pas dit où aller chercher grande. C'est un fichier externe et je ne lui ai pas du tout expliqué où il est. Donc lui, il ne sait pas l'utiliser. Il ne connaît pas ce mot-là. Donc ici, j'ai une classe grande.java et dans l'engine, je vais écrire private grande. Pour que ça marche, pour que je puisse faire ça, ici, si vous voyez que Eclipse, il vous dit tout de suite, moi, ça, je ne sais pas ce que c'est. Tu me dis grande, mais moi, j'ai pas ça dans mon dictionnaire, je n'ai pas accès à ça. Vous pouvez cliquer sur la petite, sur la petite icône ici, d'erreur, et il va vous proposer la solution qui lui paraît la plus correcte, qui est d'importer grande qui vient du package grande. Hop, je vois qu'ici il a rajouté au-dessus import grande.grande. Je sauve et c'est bon. Je peux faire tourner ça, ça marche. Bon, pour le moment il ne va rien passer du tout. Hein. Ça fait exactement la même chose. Ça marche pas? Oups. C'est bon chez vous? Pour tout le monde? Ok. Maintenant, mon grande ici, je ne l'ai pas du tout... j'ai juste créé une variable qui s'appelle grande, mais je ne l'ai pas du tout mis dedans ce qu'il fallait. Ici, dans mon constructeur, je vais mettre... Je ne peux plus utiliser println directement. Println, c'est quelque chose qui vient de processing. Ici, je ne lui ai pas du tout dit qu'il était dépendant de processing. Donc du coup, je dois utiliser le vrai code Java pour aller faire imprimer quelque chose dans la console. Et le vrai code Java pour imprimer quelque chose dans la console, c'est system.out.println. Et je vais lui mettre nouveau grand. Si je lance ça, dans ma console ici, il n'est pas du tout marqué nouveau grand. Ici, j'ai dans mon Lengen ici, Lengen Java, private grand, ça n'a pas du tout appelé le constructeur. On n'est pas en C ou en C++, où en mettant ça, on crée directement l'objet. En Java. Java, on ne crée pas directement les objets. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est créer notre objet. C'est vraiment dire grande, c'est un grand. Pour faire ça, je me mets dans le setup. Et là, je vais lui mettre grande égale nouveau grand. En faisant ça, ma variable grande ici, je vais maintenant créer un nouvel objet grande et je lui dis que son nom, à l'intérieur de mon engine ici, c'est grande. Donc, si je lance ça maintenant, vous voyez, hein, ici, j'ai bien créé un objet. Il existe maintenant en mémoire. Il est créé, on va pouvoir commencer à l'utiliser. Nouveau grand, il est bien affiché. Donc mon objet grand ici, à partir de maintenant, je vais pouvoir faire des choses avec elle. Je vais pouvoir lui demander de faire des choses, l'utiliser de différentes manières. La première chose qu'on va lui dire au grand ici, c'est qu'on a besoin de certaines méthodes de processing pour faire ça. Donc on a besoin de pouvoir charger une image dans le grand, de pouvoir passer dans les pixels, etc. Tous ces trucs-là, c'est l'engine qui peut le faire. Donc mon grand, pour qu'il soit... L'idée c'est qu'il soit autonome, qu'il fasse toute une série de choses tout seul. Mais pour ça, je vais avoir besoin de certaines choses qui sont dans l'engine. La première chose qu'on va lui dire,
c'est qu'on va lui mettre ici un paramètre privé. Voilà. Et on va dire que on va lui expliquer qui est son parent. Mon grand, il a un parent de type Lengen. Donc on va faire un lien entre les deux, on va faire un lien croisé entre les deux classes. Et ici, de nouveau, j'écris ça. Il va falloir importer la classe. Il ne le fait pas tout seul. Create class engine. Import. Point. Attendez. Je vais faire un retour. Non. Seconde. Je monte le multi-sèche. Ah, pardon. Je ne l'ai pas fait comme ça. On va faire un autre truc. On va pas lui dire que c'est un engine, on va lui dire que c'est un p-applet. C'est comme ça que la plupart des classes dans Processing fonctionnent. En fait. C'est pour ça que je leur fais comme ça. Donc ici, je lui dis que son parent c'est un p-applet. Et pour ça, j'ai besoin d'importer processing.core. L'engine, il est en p-applet. Hein. Ça, j'ai pas encore bien vu ce que ça veut dire ce truc-là. p-applet, c'est une classe qui existe dans Processing. C'est la classe de base dans Processing. Quand je veux faire un nouveau projet Processing, pour récupérer tout le fonctionnement Processing, je lui dis que ma classe l'engine, elle est en p-applet. Tout ce qu'il y a dans p-applet, je peux maintenant l'utiliser tel quel dans l'engine. Ça, juste en mettant ça, ça veut dire que je fais un héritage. Vous allez voir après ce qui se passe. Donc ici, vous avez tous écrit ça? Import processing.core et private p-applet parent. Dans la classe ground, il faut lui dire qu'il y a un parent ici, qui est de type p-applet. Et quand je vais créer un ground, je vais le lier à son parent. Pour faire ça, dans mon constructeur ici, je vais aller lui dire que quand je crée un nouveau ground, je le lie à un p-applet. Pour ça, je dois rajouter ici dans la parenthèse un argument qui me dit que quand je crée un ground, je dois lui donner dans la parenthèse un p-applet. Je sauve ça. Donc ici, on n'a pas fait grand-chose de terrible. Hein. Il a juste mis private parent. Et dans ground, on a donné un argument qui est de type p-applet. Vous voyez, il y a une petite erreur qui vient d'arriver directement dans l'engine. Ici, il y a une erreur. L'erreur, elle vient du fait, ici, que new ground, ça n'existe pas. Ce qui existe maintenant, c'est grand. Quand je fais new grand, je dois lui dire absolument, je ne peux pas le faire autrement, je dois lui dire absolument, je dois lui donner une p-applet en parent. Et ici, il va vous expliquer aussi qu'il faut ajouter un argument p-applet au constructeur. Alors je ne vais pas faire un nouveau p-applet, j'en ai déjà un. C'est l'engine. Comment je fais pour lui dire
mon objet l'engine, tu le mets ici. Il y a un mot-clé qui est super important. C'est 10. Ça permet que la classe, elle dise c'est moi. Quand vous faites 10, ça veut dire l'objet courant. Et on va l'utiliser tout de suite de l'autre côté d'ailleurs. C'est 10. Et ça marche. Hein. Ça fait encore rien du tout. Et quand je lance l'application, ça marche. Donc ça ici, ce qu'on est en train de voir, c'est fondamental en Java. Donc, mon objet grande, il a besoin d'une classe qui vient de Perplet pour pouvoir démarrer. Maintenant ici, je vais fermer la porte. Maintenant ici ce qui se passe, c'est que j'ai 2 fois par an. J'en ai un qui est un pas qui est privé. J'ai ce parent-là. Donc celui que je mets en argument ici, c'est bien l'engine. Mais je ne m'en souviens pas. Je ne me sauve pas dans grande. Je ne dis pas, ce parent-ci, c'est égal à ce parent-là. Ce truc-ci, ici, parent, il n'existe que ici dedans. Une fois qu'on arrive là, l'application, elle oublie c'est quoi parent. On n'y a plus accès après. Pour s'en souvenir, je vais utiliser de nouveau 10. 10, dans ce cas-ci, c'est grande. Puisque là, je suis à l'intérieur de la classe grande, donc 10, c'est grande. Si je fais point, vous voyez que directement, il me propose parent en premier choix. 10 parent, d'ailleurs quand je le highlight, il me montre directement lequel c'est. C'est celui-là. J'ai un souci, il ne me propose pas par an. En fait. S'il te plaît. Il ne me propose pas par an, mais je vais lui faire une autre fois, je ne sais pas. Je ne sais pas par an. Tu peux commencer à l'écrire en fait. Ok, c'est bon, je pense que ça va être moi qui ne me propose pas. Donc 10 parent égale parent. Alors ça a l'air complètement inutile, superflu, pourquoi c'est comme ça, etc. Il faut bien comprendre la différence qu'il y a entre le parent ici et celui-là. Donc, comme je vous ai dit, celui-ci, cette variable-ci, elle n'existe que pendant ça. Une fois que je serai arrivé là, si je fais quelque chose d'autre avec mon grand, parent, ça n'existe plus. Par contre, ici, quand je le mets ici, la classe, elle s'en souvient pour toujours. Quand je fais ce parent-ci égale quelque chose, n'importe où ailleurs dans la classe, on va écrire du code après dans cette classe, n'importe où ailleurs dans la classe, on va pouvoir appeler parent. Et donc, l'opération magique ici, c'est de l'objet qui est ici, dans parent, on va aller le ranger de manière permanente dans parent. Et ça, c'est ça qui se passe ici. Si vous voulez en être sûr... Il faut obligatoirement qu'ils aient le même nom. Non. Tu peux faire P, Non, c'était juste, je m'en doutais et bien. P. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, il n'y a pas... Tant que tu es cohérent dans les noms, c'est bon. Ici, le parent, ça peut être inner parent, enfin, tu peux nommer ça comme tu veux. C'est juste pour
Ça aussi, ça met l'emphase sur le fait qu'on peut appeler deux choses à l'intérieur d'une méthode. Il peut y avoir deux choses qui s'appellent de la même manière, une qui appartient à l'objet, une qui vient des arguments. Et ici, je peux faire un truc aussi. On va voir ce que ça fait. Comme j'ai fait égal pendant ce temps-ci, disparent égale parent, que je print parent ou disparent, ça sera la même chose. Vous allez voir ce que ça donne quand je fais ça. Alors je vais mettre... Ouais, si, c'était bon. Je coupe. Voilà, c'est cette ligne-ci. Donc j'ai bien nouveau grand. Et puis après ça, j'ai un truc tout bizarre ici. L'engine at des chiffres, c'est l'hexadécimal. Ce qui vous imprime ici, c'est l'adresse mémoire de l'engine. Là où l'objet l'engine est rangé en mémoire. Pour ceux qui ont fait un peu de C ou de C++, c'est un pointeur. C'est l'adresse du pointeur en mémoire. On va l'enlever, on n'a pas besoin de voir cet arbre-là. Et c'est bon. Donc là, maintenant, on a fait notre relation, mon grand, et je vais créer une autre méthode et on va tout de suite vérifier. Public, void, je vais demander print. On va l'utiliser un peu tout le temps après. Et on va lui demander de faire une série de print. On va lui dire d'imprimer 10 et on va lui dire d'imprimer parent. On va bien vérifier. Donc, comme je vous ai dit, parent ici n'existe que pendant ce bloc de code-ci. Donc, si après ça, j'appelle print, je devrais avoir la même adresse que celle que j'avais là. On va vérifier ça. Alors, pour que ça soit plus facile à comprendre pour le moment, après je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc j'écris print et je fais un system.out.println 10 et un system.out.println 10.parent. Ça ne va pas être appelé tout seul. C'est un truc disponible, c'est une méthode disponible dans l'objet. Donc je vais pouvoir me servir ailleurs, typiquement dans l'engine. Grand, je viens de le créer. Et je vais lui demander d'imprimer dans la console ce qui est prévu d'imprimer. Donc je tape grand, point, et là j'ai tout ce qui est disponible, vu que c'est un objet Java. Il y a plein de choses disponibles dedans par défaut. Et ma méthode à moi, celle que je viens de créer, on voit bien qu'elle ne vient pas d'objet, elle est uniquement disponible dans grand. Et je l'appelle grand.print. Je fais tourner ça. Et là, on va regarder un peu la console. Donc, nouveau grand. Là, ce que je lui ai imprimé, c'était l'engine, donc le parent. Et après ça, j'appelle print. Et je vois, donc la première chose que je lui ai demandé d'imprimer, c'est 10. Quand je lui demande d'imprimer 10, ben je vois que c'est un objet de type grand.grand, puisqu'il fait partie du package grand, et il a une adresse mémoire. L'engine, c'est exactement le même qu'ici. Donc on se souvient bien d'où est l'objet. L'adresse mémoire qui est ici et l'adresse mémoire qui est là sont la même, puisque ici j'ai dit que mon parent est égal au parent, et puis j'imprime ailleurs 10.parent, j'ai bien sauvé l'adresse mémoire de cet objet, je peux parler avec lui. C'est clair la relation qu'il y a entre grand et l'engine maintenant?
C'est bon? Les deux objets communiquent. C'est à peu près la seule chose importante ici à comprendre. Ce qui est radicalement différent dans cette méthode-ci de quand vous utilisez l'IDE Processing, dans Processing, quand vous utilisez Processing, vous n'avez pas besoin de créer ce lien-là. Parce que dans Processing, tout ce que vous écrivez, en fait, est réemballé dans l'engine. Et donc, du coup, tous les objets sont connus déjà de l'engine. Ici, en vrai Java, Grand, on peut très bien dire, il ne connaît pas du tout PApplet. Il fait ses trucs dans son coin et il ne s'occupe pas du tout de PApplet. Donc, on va pouvoir choisir maintenant si l'objet il a une relation avec PApplet ou pas. Alors ici, juste un petit détail aussi, qui a son importance. Si je fais ça, d'où il vient parent? C'est lequel que j'imprime? Il n'y a pas d'argument ici. Ce que fait Java, quand vous lui demandez parent, si il y a un argument qui s'appelle parent, quand vous utilisez parent dans votre méthode, il prend celui qui vient de l'argument. Celui-ci, c'est celui-là. Dans print, ici, il n'y a pas d'argument qui s'appelle parent. Donc, il va aller chercher dans la classe quelque chose qui s'appelle parent. Quand vous écrivez ici parent et qu'il n'y a rien qui s'appelle parent ici, c'est celui-là qui est utilisé. Clair ça? C'est vachement utile. Bien. On va pouvoir commencer à faire notre boulot. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire notre grand? C'est un peu le code qu'on a fait l'autre jour. Il doit charger les pixels, il doit les lire et il doit commencer à faire son plan 3D. La première chose qu'on va faire là-dedans, c'est s'arranger pour que le chargement de notre image se fasse dans Grand. Donc tout le code qui est ici, on va aller le mettre dans Grand. On ne va pas pouvoir le faire en un coup de cuillère à peau. Il va falloir aller réfléchir à ce qu'on fait. Donc déjà notre Grand, il va avoir besoin de charger une image. Je vais l'appeler map. Pour bien faire la différence avec celle que de l'autre côté. Quand on va créer notre objet, on va lui dire map égale nul. Donc au démarrage, quand je crée l'objet, je lui dis juste voilà, c'est ça ton parent. Et je ne t'ai pas encore mis de map. Ça, c'est une manière d'être très clair en expliquant à votre classe map, ce n'est rien pour le moment, tu n'as rien dedans. Ça va permettre de faire des tests. Ça. Si map est égal à nul, alors je peux faire quelque chose. S'il n'est pas égal à nul, ça veut dire que j'ai déjà rangé quelque chose dedans. Maintenant, on va se créer une deuxième méthode. Public, void, init. Et notre méthode init, c'est une méthode qui va permettre d'initialiser la grille. On va lui donner un chemin dans lequel aller chercher l'image. On va lui donner le chemin de l'image à charger pour créer le terrain. Je viens de créer une simple méthode, c'est public void init. Notez-le pour le moment, je vais passer au private, à l'utilisation du private un peu après. Alors le premier test qu'on va faire, c'est... On va d'abord charger notre image, après on fera le test de sécurité. Ici de l'autre côté, on va pouvoir faire grand init
initialiser notre grande avec la bonne image, la même que l'autre jour. Je lui donne une chaîne de caractères qui s'appelle gremap-test1.png et je demande à mon terrain, initialise-toi avec ça. C'est bon? Je vais faire ça en fait. Hop. Donc vous pouvez prendre votre fenêtre, votre tab et le tirer à côté. Comme ça vous avez un truc qui ressemble à ça. Et vous pouvez voir comme ça les deux classes en même temps. Et quand on crée une méthode, on est obligé de mettre chaque fois public avant ou... On va mettre public pour le moment, après on mettra private. Il y a 3 types d'accesseurs. Il y a... Public, protected et private. Il y a des abstracts aussi, mais ça c'est pour les... Si on met rien, il ne se met pas en public par défaut ou... C'est mieux de toujours... Je suis pas sûr, parce que je programme en plusieurs trucs. Je suis pas sûr que ça soit pas du protected par défaut. Mais il faut regarder. Tu peux créer une classe sans... Attends, laisse simplement... Bon. Et ici, on va les faire. Non, par défaut, c'est private. Donc, public, c'est le mot pour expliquer Que ça permet d'accès. que ça, tout le monde peut, tous ceux qui connaissent un grand peuvent utiliser ça. C'est pour ça aussi que mon constructeur ici, il est en public. Pas passer sur les constructeurs privés, ça a une et une seule utilité. Bon, dans notre init, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir mettre quelque chose dans notre map. Il va falloir qu'on charge notre map. Quand je reviens de l'autre côté ici, pour charger une image, je dois faire comme ça. Gremap, load image, blablabla. Je recopie ça de ce côté-ci. Ma foi, ça ne doit pas être très différent. Map égale load image. Ah. Problème. Load image, ça n'existe pas dans Grand. Grand, il n'a pas de méthode qui s'appelle load image. Donc, à l'intérieur d'une méthode, je peux appeler une autre méthode de la même classe. Ça, c'est comme si je faisais ça. Et dans Grand, ça n'existe pas load image. Je n'ai pas ici dedans du code qui s'appelle public ou private load image. Cette méthode load image, elle existe dans parent. D'où l'utilité d'avoir un parent, de s'être souvenu du parent. Ça permet d'aller utiliser des classes qui sont dans le parent et de ne pas devoir se retaper tout le code, chargement d'image à l'intérieur ici. Tout le monde y est? C'est bon? On va vérifier maintenant que notre image elle est bien chargée. Normalement, mon ground, il a un map que je vais pouvoir aller afficher de l'autre côté. Donc au moment où je vais dessiner, je devrais pouvoir aller quelque part, mettre ground, affiche-moi l'image qui a, affiche-moi la map de ground. Je vais dans Draw, du coup. Je vais nettoyer un peu. Voilà, Pop Matrix. Ouais, je vais tout conserver pour le moment, je vais juste tout commenter. Je laisse le fond noir.
Et le seul truc que je vais faire ici, à part afficher le framerate, c'est afficher l'image. Donc pour afficher une image, on utilise image. C'est exactement la même chose que ceci. Voilà, image, ça existe dans PApplet et ça me permet d'afficher des images. Après ça, il faut que j'aille chercher la map dans le grand, parce que c'est là que je l'ai chargée. Elle n'existe plus ici. Grande.map pour aller chercher map. Là, ça marche pas. Tout ce que Eclipse peut faire, là, c'est vous conseiller de changer la visibilité de mettre map à public, parce que vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas y accéder, parce que je l'ai fait à dessein, parce que map, c'est quelque chose qui appartient uniquement à Grand. Il n'y a que Grand qui peut dire ce qu'on peut faire avec map. Et là, je voudrais l'afficher. Donc il faudrait une manière d'aller chercher cette image. Alors le premier truc de base, c'est de faire ça. Et ça, c'est pas très cool. Parce que ça veut dire que Grand, il n'a plus la main sur son image. Ce qu'on va faire, on va se mettre juste avant print ici. Et il y a une méthode, il y a un raccourci super dans Eclipse que je vous conseille d'utiliser, qui est qu'on peut générer des getters et des setters. Vous avez déjà entendu parler de getter et setter? Bon. Un getter, c'est quelque chose qui permet de faire un get, de récupérer quelque chose d'un objet. Et un setter, c'est un truc qui va permettre de l'initialiser à quelque chose. Mais c'est vous qui allez gérer. C'est ici, donc je suis allé là, source, générer les getters et les setters. Là, j'ai un panneau qui s'ouvre. J'ai des petites flèches qui me permettent d'ouvrir. Et je vois, il me propose plusieurs choses à faire. Je vais juste cocher getMap. Et je fais OK. Et il me génère tout ce qu'il faut pour aller rechercher la map dans Grand. Donc qu'est-ce qu'il fait getMap? Il va retourner une image, l'image qui est là, en faisant return map. Du coup, ici, c'est pas map que je vais utiliser, c'est getMap. Alors, il faut que je sauve. Tant que vous avez la petite astérix devant le nom du fichier, il n'est pas sauvé. Toutes les autres classes ne voient pas la modification que vous avez faite. Donc CTRL S. S'il te plaît. Bah. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si j'enlève tout ça, je vais enlever tout Gremap. Bam bam. Et c'est bon. Donc si je vais faire un code. Je vais vous montrer le code qui est réellement effectif là-dedans. Je fais un backup ici. Je vais nettoyer. Je referai les commentaires après. Vous allez voir, ma classe, elle est
reste quasi rien dedans en fait. Tout est fait en extérieur. Vous voyez, ma classe principale, l'engine, elle crée un ground. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans le ground. On va aller continuer le code dans le ground. Et ce n'est que ça. L'idée de l'orienter Java, c'est ça. C'est d'avoir des commandes de très haut niveau à votre point d'entrée et de déléguer tout le boulot compliqué à des classes qui, elles, vont faire tout ce qu'il faut et vous préparer et vous pré-mâcher tout le bazar pour pouvoir avoir du code beaucoup plus lisible en bas. Comme ça, quand vous allez rentrer dans votre code, vous voyez que des je crée ça, je crée ça, je crée ça, puis je me mets à jour, et tout ça, ça se passe en dehors de votre code principal. On peut faire une autre chose, parce que qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça? Là, je commente, je crée juste un nouveau ground. Donc je fais juste ça. Après ça, j'arrive ici, et je demande d'afficher map. Qu'est-ce qui va me retourner ici? Si je fais pas d'init, qu'est-ce qu'il y a dans map? Donc là, je viens de commenter init. J'ai juste fait grand égale new grand. Et puis je fais image grand.getMap. GetMap, ça vient ici. Il me retourne map. Qu'est-ce qu'il y a dans map? Ça va pas être folichon, ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'erreur dans votre code. Par contre, Processing, il ne va pas apprécier des masses. Là, il ne sait pas quoi faire. Vous avez une bonne tartine de code qui commence à s'afficher. Et typiquement, ici, vous avez java.lang.nullPointerException. Parce que vous essayez de dessiner un truc qui n'existe pas. Ça, cette erreur-ci, c'est ce qu'on a souvent au début, quand on commence à faire de l'orienté objet, parce qu'on a oublié de faire un truc, ah merde, bah oui, dans ce cas-là, etc. C'est typiquement ce qu'on va régler ici. Comment on peut régler ce problème-là? Dans le cas où j'ai pas fait d'initialisation, que ça crache pas. Et bien, plutôt que de dire image grand.getMap, parce que moi, à ce moment-ci, je ne sais pas ce qu'il y a dans getMap. Alors je devrais faire si grand.getMap n'est pas égal à nul, alors tu y affiches getMap. Mais il y a une manière beaucoup plus simple de faire. Je vais demander simplement à mon grand de dessiner. Ça n'existe pas. Donc du coup, je viens de créer ici. Public, void draw, ça ne retourne rien. Draw. Voilà, je viens de le créer de ce côté-ci. Du coup, ça existe de ce côté-là. Ça, je le mets à la poubelle. Je demande à mon terrain, vas-y, dessine-toi. Dessine ce que tu as à dessiner. Et mon terrain, bah, il sait très bien dans quel état est map. Et donc là, je vais mettre une condition. Si map égale nul, si, pardon, n'est pas égal à nul. Pas égal, c'est bon pour tout le monde? Pas égal, not égal. C'est bon? Donc pour tester une égalité, on fait ça. Oui. On met la fonction dans l'ordre, enfin la méthode dans l'ordre de. Oui. La méthode, c'est... En fait, c'est un peu à chaque programmeur d'organiser son code, si tu veux. Moi, j'ai tendance à les mettre d'abord les fonctions d'initialisation, puis après ça, les fonctions appelées souvent, et enfin les getters. Et tout ce qui est paramètres de classe, toutes les variables appartenant à grand tout au-dessus. Et en dessous le constructeur. C'est une manière standard de faire. On va pas se préoccuper à mettre des prototypes ou des machins ici, quoi.
Pas maintenant. Je pense que c'est tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, donc je finis ici. Vous pouvez ajouter le code où vous voulez. Donc, si map n'est pas égal à nul, ce qui sera le cas quand j'ai appelé init, alors je dois afficher l'image. Et si j'écris image ici, de nouveau, merde. Il n'y a pas de méthode qui s'appelle image dans Ground. La méthode image, elle est où? Elle est dans machin possession. Ouais. Et comment on y accède à partir d'ici? T'as dit? Avec les parents. Voilà. Berdef. Il n'y aura plus de problème à partir de maintenant. Ici, je viens de créer un Ground. J'ai rien mis dedans. Et je demande à mon Ground de se dessiner. Il arrive ici, il va de ce côté-là. Et si la map n'est pas égale à nul, il l'affiche. Mais comme la map est égale à nul, il ne va pas l'afficher. Et j'ai plus d'erreur. Bon, j'ai un écran noir, hein, mais Là, la fonction image, pourquoi elle prend 3 paramètres? par défaut, elle prend 3 paramètres. Je ne sais pas si elle existe avec juste 2. Non, mais elle prend 3 Non. paramètres pourquoi? Alors, c'est l'image à dessiner et la position X, Y à laquelle vous la dessinez. Il y a une autre option qui est de lui ajouter la largeur et la hauteur. Et comme tu es dans Eclipse, si tu veux avoir une idée de ce que tu peux faire avec image, tu cliques ici. Donc, contrôle, clique, Ah non, mais... tu vois, hop, float A, float B, et l'autre option, A, B, C, D. Et on a encore une autre. C'est pourquoi? Les autres, elle t'a inclus. Alors, celle-là, elle va vous permettre, si je... Oui, c'est de donner les coordonnées UV auxquelles à utiliser pour dessiner l'image. Mapping, vous voyez les coordonnées UV? Quand vous faites un modèle 3D, pour faire la relation entre chaque... Donc la tasse ici, elle a une texture. C'est blanc partout, mais bon, disons qu'elle y a un motif. Chaque point 3D correspond à un pixel de l'image, Ah, à d'accord. plat. Et ça, c'est l'UV. Ce point-là correspond à ce point-là. Ah, je me souviens avoir fait ça sur le web. On va faire ça après. En gros, c'est une méthode qui prend à chaque fois. Bien. Donc, si vous faites tourner ça, vous avez un écran noir. Et maintenant, si je remets ground.init, l'image va s'afficher. Tac. That's good. C'est bon? Pardon. On va pouvoir continuer notre boulot. Là, on a sécurisé déjà. Ici, ça risque plus de péter tout seul. Je peux plus faire des erreurs que dans Grand. Et si vous voulez être absolument sûr, vous retirez getMap, ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune manière d'aller chercher map en dehors de Grand. Donc, map, il est invisible pour le reste du monde, le reste de l'application. Il n'y a que Ground qui peut décider s'il affiche map ou pas et qui peut chipoter dedans. Avec le getMap, de toute façon, pas avoir accès à... Si j'enlève getMap, j'ai plus accès à map. Même si on le laisse, on ne peut pas le modifier. GetMap, Si tu le laisses, tu peux très bien lui faire ça.
là, il te retournerait. Tu le prends dans le format. Mais t'es obligé, quand tu dis que tu retournes PImage, tu es obligé de retourner une PImage ou un nul. Non, mais je veux dire, même si on retourne la map, on ne peut pas modifier la map grâce à cette fonction-là, on peut la retourner pour voir ce qu'elle contient, mais on ne peut pas la modifier. T'as pas d'idée de constante en Java. Donc une fois que tu files la map, on peut utiliser les méthodes de la map. Ah, d'accord. Donc tu peux pas bloquer l'accès à map. Tu juste le donner en lecture. Ok, c'est bon. Si tu veux faire ça, tu dois donner une copie. Et là, ça donne pas de copie directe. Non, non, ça donne l'objet. Je suis en train de gérer. Je génère du tout. Alors, ah ben, on va aller remettre notre code qui permet de lire les pixels. Alors le code qui lit les pixels, il est ici. Je vais recopier tout ce qu'il faut. Bam, bam, bam. Voilà. Donc le code chez vous, normalement, il était encore dans Setup. Vous le mettez là et on va l'adapter. On laisse exactement le même fonctionnement. On va juste adapter tout ce qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Bah, GrayMap et Color. J'ai que GrayMap et Color qui sont en rouge. GrayMap c'est normal. Ça n'existe pas ici. Ici c'est Map. Je remplace GrayMap partout. Il y a un autre truc. Il y a deux trucs qui restent maintenant. Red et Color. Red et Color, ça marchait quand on était dans l'engine, ça marche plus quand on est dans Grand. C'est normal. Comme pour la méthode image, ces trucs-là sont des trucs qui existent dans PApplet. Donc du coup, on rajoute parent, comme d'hab. Paf. D'accord là-dessus? Donc le code qui était ici tout à l'heure, avec GrayMap et tout ça, je le recopie là. J'ai juste fait map.loadPixel, map.updatePixel. Ça, map, je peux faire ce que je veux avec, c'est à moi. Je boucle sur la X et sur la Y, je crée un I qui est la position du pixel. Et après ça, il me faut aller chercher le rouge. Donc pour aller chercher le canal rouge de l'image, là je suis obligé de passer par PApplet. Parce que c'est PApplet qui sait faire ça. Ça allait un peu vite ça. J'ai juste recopié le code de l'autre côté. Ah. Pour Michel, c'est... Tu as tout le code de l'engine qui est affiché là dans le panneau. Tu peux nettoyer grosso modo tout ce qui a été fait au cours dernier. Il ne doit rester que ce qui est là. On est en train de tout repasser dans Grand. Ça marche pour vous? Ouais, ça marche. On lance, et ben,
voilà, ça fait de nouveau extrêmement la même chose que... Ça marche pas? Est-ce que tu as du souligné rouge quelque part? Ah, ça c'est pas cool. Donc il y a du... Dans votre... dès que vous avez dans la colonne ici un petit truc rouge, donc hop, voilà. Dès que vous avez un petit truc rouge, il faut y aller. Cliquez dessus et vous regardez ce qu'il vous dit. Je vais venir jeter un œil. Ça va pour toi Aurélie? Ça va? Ah, Grémap, ça n'existe pas dans l'engine. C'est Grémap. Il y a des Grémap partout. Ah, pardon. Oui, non, t'es dans l'engine. Ah oui, tu les as dans l'autre genre dans l'inverse. Alors, le mieux. Le mieux pour nettoyer votre code, c'est vous montez tout au-dessus et vous mettez Grémap en commentaire. Ça, ouais, tu mets en commentaire, slang, tu vas voir toutes les erreurs qui apparaissent et tu vois à chaque fois que tu as des erreurs. Alors ça, c'est n'existe pas en premier. En commentaire, c'est contrôle majuscule C. Je peux descendre, ça c'est pas bon non plus. Je crois que c'était bon. Non, ça c'est pour fermer ta méthode. Ouais. Alors, remonte. Oui. Ouais. Et t'en as un peu là. Et là c'est. Là tu montes en hauteur aussi. Et tu lances. Stop. Alors s'il y a une erreur, ici, là, donc ici, là, ce bouton-là, c'est pour finir l'application, forcer à quitter, parce que ça se peut qu'elle soit bloquée. Qu'est-ce que tu as comme erreur là? Cannot find méthode to load Grémap tester. Et ça vient de init. Voilà. Dessus, et tu veux directement là où il y a le problème. Alors, map, Grémap tester, ça n'existe pas. Et là, tu vois les passes. Pour le moment, l'image, on la cherche juste dans Google. Pardon. Ça, c'est super mauvais. J'ai fait une grosse connerie. Parce que sinon, ça sert à rien de le mettre là. Donc ce truc-là, je veux pouvoir décider quelle image je charge. Donc passe ici. Ça doit se retrouver là. Évidemment. C'est bon? Cette fonction-là, on l'appelle dans quoi? S'il te plaît? On l'appelle dans quoi? Cette méthode-là dans l'engine. On appelle... Ah, ce truc-ci, ici, init. Il est là. Dans setup, chez moi en tout cas. Parce que si tu l'appelles dans Draw, tu vas l'appeler tout le temps. Oui, non, c'est bon, normalement, il est... Tu peux, hein, mais ça va être un petit peu plus lourd. Ça va tourner un peu moins bien. Je sais pas, parce que moi je charge deux fois l'image, donc il y en a une qui tourne et il y en a une qui tourne pas, donc il n'est pas encore censé tourner. Non, il tourne. Ouais, donc je laissais un truc de pas encore terrain. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Stop. Alors maintenant, on va faire le vrai truc. On va faire notre
La première chose qu'on va faire, c'est créer autant de points qu'il y a de pixels. Et on va créer des points 3D. Donc un point 3D, typiquement, il a 3 coordonnées. Donc on va créer un tableau. Vous avez déjà fait des tableaux? Ouais. Je vais créer dans mon ground un tableau de P-vector. Alors P-vector, c'est une classe dans laquelle vous avez en public, c'est entre une structure et une classe pour ceux qui viennent de la prod C++ ou C. C'est entre une structure et une classe, tous les paramètres sont publics là-dedans et ça va permettre d'avoir une position x, y, z sur un P-vector. Enfin, dans un P-vector, c'est soit du 2D, soit de la 3D. Je pense que il y a peut-être bien un quatrième, mais je suis pas sûr. Mais de toute façon, ça nous va. On va aller jeter un œil d'ailleurs. X, Y, Z. Ah non, il n'y a pas. Sorry. Non, non, il y a que. Ici, il n'y en a que 3. Donc ça va nous permettre de créer nos points 3D. Alors, si je veux créer autant de points qu'il y a de pixels dans mon image, je vais en créer combien? C'est ça. Donc je vais aller. Au démarrage, je vais faire ici, pardon. Au démarrage, je vais faire points égale nul. J'ai pas chargé d'image, je ne sais pas du tout combien il y a de points. Au moment où je charge l'image, je sais créer mes points. Points. Après avoir chargé les pixels, mais déjà avant en fait. Je peux même le faire là. Points égale new P-vector crochet crochet et c'est map.width fois map.height. Oui. Il faut qu'on mette notre public ground, punch égale nul. Pourquoi on met pas le 10 avant F? En fait, il n'y a pas besoin de 10 si il n'y a pas le nom là. Ah oui, donc pour le map, il n'était pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'était juste pour que ça soit plus clair. Et quand tu veux préciser que c'est l'argument qui va dans le paramètre d'objet, alors tu mets 10 pour être bien sûr. Parce que si je fais ça, si je fais juste ça, eh ben en fait je ne veux pas du tout le mettre là. Et ici, voilà, je ne mets pas 10. Là aussi, je ne mets plus 10, je ne mets pas 10 parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Voilà, donc on a créé nos points. La première chose qu'on va faire, c'est créer les points, tous les points à la position des pixels. Donc quand j'ai un pixel, je connais sa position x, y. Donc je peux aller faire point i, puisqu'il y a autant de points que de pixels. Attendez juste une seconde parce que je suis plus sûr si je dois appeler le constructeur ou pas. Bam, ok, il faut bien créer autant de points. Et là, donc je dois faire point i. Le fait de créer un tableau en Java, quand je fais ça, je crée juste de l'espace pour mettre des p-vecteurs dedans. Mais je ne crée pas plein de p-vecteurs. Donc je dois encore le faire à la main. Donc pour ça, chacun des points, je vais dire que mon nouveau point égale new p-vector. Et j'ai plein de constructeurs pour p-vector, dont un qui prend 2. On va mettre directement les 3 arguments. Et celui-là, je ne le connais pas encore. Je crée un tableau avec des p-vecteurs. Et après ça, dans mon tableau, je vais créer autant de p-vecteurs qu'il y a de pixels. C'était quoi la
fonction 7 que vous avez quasiment ça. Alors 7 c'est pour modifier un p-vecteur qui existe déjà. Quand je fais ça, je peux lui mettre autre chose dedans. C'est parfait. Et voilà, là je remplace les valeurs sans créer un nouvel objet. C'est important. Parce qu'on va commencer là ici. Ça m'étonnerait qu'on reste à 60 fps. En faisant ça comme ça, on va devoir dessiner énormément de points. On le fait déjà de manière très efficace. Un tableau, c'est très efficace. En matière de lecture, c'est très efficace. On ne sait pas le dimensionner comme on veut. Il faut détruire le tableau. Enfin, il faut recréer un nouveau tableau, puis tout transférer dedans, etc. C'est pas... tout avec un vecteur. Avec les... Oui. Alors l'équivalent vecteur ici, c'est des arrêlistes. Ah, ok. Ouais, mais c'est le même principe que derrière. C'est le même principe. Tu peux faire des adds et des ribbons. Ouais, mais derrière ça, il efface tout et il en fait un autre, non? J'ai jamais regardé en mémoire comment ça se passe en Par Java. exemple, le prof d'info avait dit ça. Juste une seconde parce qu'en ligne, il ne voit pas une partie de l'écran. C'est pas cool. Comme ça va mieux. Bah, de toute façon, attends, hop. Voilà. De toute façon, pour le moment, on ne va plus travailler que dans le grand. Donc, juste une seconde. Je vais juste mettre en ligne cours 2 temp. Bam, yes. Ça, ceux qui sont en ligne, ils peuvent reprendre le code là où on en est pour le moment. Voilà. Et donc pour ceux qui sont en ligne, qui suivent en ligne, il y a ici, si vous vous mettez là, vous voyez qu'il y a le cours 2 temporaire. Vous pouvez aller recopier ce que j'ai mis ici. Vous avez exactement l'état où on en est dans le cours. Bon. Et là aussi. Ok. C'est encore toi, Nick le 27. Je me souviens plus c'était quoi ton pseudo en fait. Bon, bonjour aux deux qui viennent d'arriver, dont Darlouz. La Darlouz, elle est ici. Bon, voilà. Il s'est amusé. Ok, on y retourne par là. Donc, juste encore une petite fois pour ceux qui suivent en ligne. Vous retournez sur Bitbucket dans l'engine. Ici, hop, sur cette adresse-ci, je vous la colle là, bam. Et vous allez pouvoir reprendre le code là où on en est. Bon, on peut faire tourner ça, normalement ça doit fonctionner. Hein. Et c'est quel réglage en fait pour qu'il affiche les lignes? Pour qui l'affiche? Pour qu'il affiche les lignes. Clique gauche là-dessus. Ah oui, oui, ici, là, clac. Ah ouais, c'est bon, ils vont le faire. Mais tu l'avais fait la semaine passée en plus. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas sauvé. Bon, soit. Nos p-vecteurs, on les a calculés, on les affiche pas. Donc on va les afficher maintenant. Et à partir de maintenant, on s'en fout éperdument de lire ça ligne par ligne en descendant d'une colonne chaque fois. On peut faire toute la liste de p-vecteurs, ils sont tous bien à la bonne position. Et donc ici, dans Draw, je vais pouvoir aller demander à mon parent d'afficher tous les points. Et ça, je dois mettre de nouveau, pour être bien sûr, je fais une condition. Et je dis que si les points ne sont pas égaux à nul, ce qui est le cas si je n'ai pas fait init,
Je vais aller boucler à travers tous les points. Et c'est exactement la même chose que de boucler à travers tous les pixels. Donc c'est for int i égale 0. Tant que i est plus petit que points.length, pardon. Ça c'est une facilité en Java. Plus i. Et je vais demander à mon parent de les afficher. Parent.point. Et un point, c'est que il n'y a pas de point avec x, y, z. Ah si, voilà. Donc je vais pouvoir mettre les x, y, z de chacun de mes points. Et pour aller chercher ça, c'est point, crochet, i, point. Et là vous avez la liste, et le premier c'est x. Je recopie ça. Y et z. Pour être sûr de ne pas me tromper dans ce que je vois, je vais demander à mes points d'être en vert, parce que j'ai pas de vert dans mon image. Donc normalement, si je vois des trucs verts, c'est que mes points sont affichés. Et c'est bien parent.stroke. Voilà. Et on est à 6 FPS. 5. C'est pas terrible. C'est où qui veut pas? Je sais pas, il met une erreur devant le if. Si le point est nul. Ouais, donc ici. Tu as bien vérifié que tu as une accolade fermante Oui. ici, que tu l'as laissée, ouais. Et quand tu te mets sur le point d'exclamation, il te dit quoi? Ah bah je sais pas, Ça va, j'arrive. il a disparu. Je pense parce que j'avais pas fait une terminale en condition. Ah, t'as pas terminé ton for. C'est ça. Oui. Là, si tu sauves ça. Ah, c'est des points-virgules. Oui, attention, ça c'est super important. Oui, en fait, Dans un for, c'est pas des virgules, c'est des points-virgules que tu mets pour séparer les termes. il n'a aucune excuse, ton mec, il fait du C++. Je sais jamais, je sais pas voir. Donc ici, juste prendre cette habitude-là. Toutes les boucles, le while, non, pas le while, le while avec une seule condition, le for each, etc. C'est toujours des points-virgules pour séparer les différentes parties. Ça, c'est bien l'initialisation de la valeur, la condition de sortie et l'opération à faire à la fin de chaque boucle. Le stroke, c'est pourquoi? C'est pour le démonteur, c'est ça? Le stroke, oui. Pour faire une ligne, quoi. Stroke, il y a deux paramètres dans Processing qui s'appellent stroke et fill. Donc stroke, c'est pour tout ce qui concerne les points et les lignes, pour leur mettre une couleur. Et fill, c'est pour les formes. Donc si vous voulez ne pas... Si je mets parent.noStroke, ça fait juste des lignes. On voit, quand vous dessinez un carré, vous n'avez pas de bord au carré. Ou un cercle, ou n'importe quelle forme remplie, n'importe quelle surface, ou volume. Dans le cas des... Ça agit comme ça jusqu'au prochain stroke, c'est ça? Alors là, ça reste comme ça. À la couleur verte, elle s'applique à tous les points en dessous. Tout ce qui sera en dessous, voilà. Tout ce qui sera en dessous sera vert, aura un stroke vert. Donc si ici quelque part je fais une ligne, dans Draw, j'ai bien fait, j'ai bien modifié mon parent. Donc j'ai fait un stroke vert et donc ma ligne que je dessine en dessous de grand point Draw, elle va être verte aussi.
Bon, on a créé beaucoup trop de points. On va jamais arriver à afficher ça à une vitesse convenable, hein. Ce qu'on va devoir faire, c'est ne prendre que certaines valeurs. Il a pas de fichier. Pour ceux qui suivent en ligne, je viens de mettre le code dans Bitbucket. On affiche beaucoup trop de trucs. On a beaucoup trop de points pour dessiner un modèle 3D. Si on veut dessiner autant de points dans un modèle 3D, on va avoir besoin d'optimiser à mort. Donc ce qu'on va faire, c'est relativement simple. C'est plutôt que de faire plus, eh ben on va faire des pas de 10 par exemple. Donc on va commencer. Donc on commence à 0 et à chaque fois on monte de 10. Donc on va évacuer toute une série de pixels. On ne va pas considérer toute une série de pixels. Si je fais ça, je viens de diviser par combien le nombre de points? Par 100. Ouais, 100 fois moins de points. Mais si on dit qu'on veut faire des pas de 10, on peut juste mettre y plus 10. Ouais. Il faut mettre plus égal. Plus égal. Ah attends, il y a une erreur là-dedans. Ce que j'ai fait. Ouais. Ah oui. Ah oui. J'ai fait. Je crée 91 000 points ou 900 000 points. Et j'en remplis qu'un centième. Ce qui fait que quand j'arrive ici et que je les affiche tous, eh ben, il y en a plein qui sont à rien. Donc ça crache. Donc quand je décide de faire des pas de 10, je ne dois pas oublier de diviser ici le nombre de points par 100. Ouais, ça crache quand on a des vides. Ça crache quand? Quand il y a des points qui sont vides, Ah ouais, ça crache. j'ai pas fait de test ici. Il faut que ce soit le bon, tout pile le bon. Ah ouais, il faut que ce soit tout pile le bon. Ou alors tu fais un test ici. If. C'est dégueulasse, mais bon, ça marche. Ça, c'est en cours de développement, on peut faire ça. Après, on ne fait pas ça, hein, parce qu'on alloue de la mémoire pour rien. Mais si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, et c'est d'ailleurs maintenant, si je fais ça, S'il est égal, enfin s'il n'y a rien à l'intérieur. si le point auquel je suis, il n'y a rien dedans, alors j'arrête de faire ma boucle. C'est ça qui fait break. Mais alors, du coup, ça va pas marcher. Si on sort de la boucle, on va avoir juste un point. Tu vas continuer à boucler tant que le Dès point. qu'on commence à en avoir deux qui vont pas, on les... C'est ça. Donc, là, ça fait la même chose. J'en crée 900 000, mais j'en remplis que 1 centième. 9000. Et donc à partir du 9001e, disons, hein, grosso modo, eh ben, je vais sortir de ma boucle. Donc ça va déjà aller plus vite. J'économise pas de la mémoire, mais au moins j'économise du process. Tac. Et ouais, on les voit un peu ici. Je sais pas pourquoi là on les voit pas d'ailleurs. Je vais arrêter d'afficher ça. Et attends. Il n'y a plus aucun qui se dessine. On va lui demander au moment où il fait le break à combien il est. C'est égal 10, ça c'est bon. Et je vais lui demander ici un system.out.println de i. Ah, il y en a qui ont rempli. Plus égale 10, plus égale 10.
J'ai 5 Ah oui, pardon. Ah, Copperday. Du coup, quand je remplis comme ça, je peux plus utiliser ça. Je peux plus utiliser mon calcul là. Parce que sinon, je mets le premier et puis le dixième. Et donc le deuxième, il est vide. Le deuxième point est vide. Oui ou non? Oui. Ok. Donc on va devoir faire un nouveau truc. Int IP égale 0. Et chaque fois que je vais dire point IP, je vais faire IP++ juste après. Et là, je suis sûr de les remplir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il faut faire un tableau de P puis de I. Un tableau de... le tableau, il fait toujours la bonne taille. Sauf que je choisis de ne plus mettre le chiffre qui vient du pixel. Je choisis de compter. Vous avez déjà mis dans le point IP égale le vecteur. Ah oui, j'ai déjà mis un IP quelque part? Mais juste au-dessus du IP++. Ah oui, 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 c'est ça. J'avais pas vu. Là, ça marchait normalement. Ouais, ça y est. Moi, ça, je te pas. Alors, on a fait plusieurs trucs tout bizarres, hein, là. Là, c'est style développement, quoi. J'essaye, je mets des prints un peu partout, et puis après ça, je refais correctement. Donc, je reprends du début. Ici, j'ai créé autant de p vecteurs qu'il y a de pixels. D'accord là-dessus? Point égale new p vector map.width fois map.height. Diviser ça par 100. Alors les divisés par 100, ça se peut que tu tombes, que le divisé par 100 fasse un arrondi qui soit en dessous du nombre réel de points que tu vas avoir. Moi, je pourrais avoir un nombre ajouté en mettant Euh, le hauteur sur Là ici, si ton chiffre, si ton width n'est pas égal à un chiffre divisible par 10, tu vas louper à chaque fin de... Tu vas en faire un en moins à chaque fois. Donc après, on va aller faire ça autrement. Mais pour le moment, je crée ça. Crée-le comme ça pour le moment. Ton tableau est peut-être pas assez long, en fait. On va aller inverser ça après. On va le faire beaucoup mieux. Parce que ça, c'est une méthode un peu trop empirique. Il faudrait juste que ça marche chez vous. Donc je crée un tableau avec plein de p vecteurs dedans. Ça va être le chiffre de la position de mon pixel, le i. Et le ip, c'est la position de mon point. Je vais chercher mon pixel. Et mon point, je ne dis pas i, je dis ip. Et je fais ip++ à chaque fois que j'en ajoute un. Donc ça devient complètement autonome du nombre de pixels qui existent dans l'image. Et après ça, je vais les dessiner. Point ip égale new p vector xy, et 0 pour le moment. ip++, ça me permet d'avoir des chiffres qui sont bien séquentiels, qui ne tiennent plus à mon pack pixel. Et après ça, je vais les afficher. Pour les afficher, si les points ne sont pas nuls, je fais une boucle sur la longueur des points. Et dès que j'en vois un qui a rien, j'arrête. Break. Je sors de la boucle.
Tiens, ceux qui suivent en ligne, on entend la musique là qu'il y a à l'arrière. Je crois que je peux remettre ça. Si ça c'est comme ça chez vous, je vais relancer pour être sûr. Hop. Voilà, c'est bon. Bon, ça va déjà nettement mieux au niveau du framerate. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Ici, il me reste un certain nombre de pixels. Je pense que ouais, c'est bon parce que mon image, elle est divisible, mes tailles sont divisibles par 10. Donc j'ai bien des petits points sur les bords de mon image. Ah pardon, excusez-moi, je cache le code. C'est bon chez vous? Ouais. Oui, mais dans ma console, il continue à imprimer. Ah, t'as un système.org.println ici. Si tu veux pas, Mais c'est normal qu'il continue à tourner en boucle. ah oui, c'est ton println ici. Il tourne tout le temps. Il est fait à chaque fois que tu demandes draw. Ah oui. Et draw, il est demandé à chaque fois qu'on fait draw ici. Et draw, il tourne tout le temps. Je sais que c'était ça. C'est vraiment efficace. Pour moi, je verrai que. Allez hop, je mets vite ça en ligne pour tout le monde. Baf. La trompettiste qui se sent plus là. Donc pour ceux qui suivent en ligne, je viens de mettre l'état du code dans Bitbucket. Si vous voulez, si vous n'en sortez pas. Et bien maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller mettre de la 3D. Donc faire ça. On peut aller utiliser notre rouge, le rouge de notre pixel pour faire le Z. C'est quand même ça qu'on devait faire à la base. Et pour faire ça, j'ai qu'à écrire ça. Au lieu de mettre 0, xy, 0, je mets xy par un point red. Et là, mes points, ils ont une coordonnée z qui varie maintenant. Alors si on l'affiche comme ça, bah, nos points ils vont avoir l'air complètement n'importe où au-dessus de l'image, puisqu'on la regarde de face. Il va y avoir l'effet de perspective et on a un truc, bah ouais c'est pas mal, hein, mais bon, on voit pas vraiment que c'est de la 3D quoi. C'est juste un peu décalé, enfin truc tout bizarre quoi. Mais quand ça se fout, les points sont tous de la même couleur ou. Alors j'ai aucune idée de pourquoi là ils sont rouges. Parce que moi j'ai dessiné en vert. J'ai aucune idée. On va aller faire une rotation de notre point de vue pour s'assurer que nos points ils sont bien dessinés en 3D. Vous vous souvenez la fois dernière, on a fait le translate et tout le bazar avec le push et pop matrix. Vous vous souvenez de ça? Là je l'ai nettoyé. Vous avez tout le monde a plus ou moins un truc qui ressemble à ça? T'as pas les points verts? Ah, donc tu dois avoir une erreur dans ici dedans. Je
je vais donc jeter un œil. Alors, si les points ne sont pas devenus, pour le nombre de points, si les points devenus, alors mais ça marche. Le seul tout petit truc qui te manque, c'est l'affichage du point. Parent.point. Mais comment ça se fait que ça marche alors? Ah mais ça marche, parce que juste tu fais une boucle à travers tous les points et dès qu'il est nul, tu sors. Mais tu lui demandes de rien faire. C'est un léger détail. Un léger détail. Bah ça dépend, si on n'a pas besoin d'afficher, ma foi, c'est fort bien. Hein. Non, mais c'est des trucs comme ça quand on commence à développer qui. Mais comment c'est possible? Et c'est des trucs tout cons. Donc là, ça va pour toi, Aurélie? Ouais. J'ai mis print LN en commentaire, mais il m'a pris quand même le nombre de points. Ah, celui-ci? Donc celui qui est dans ta boucle? Oui. Draw, tu l'as mis en commentaire. Et il l'affiche quand même. Je sais pas si c'est toujours des. C'est 9000 quelque chose. Oui, Ouais, je sais ouais. pas si c'est sur les valeurs d'avant ou. Attends, on va voir, parce que si tu lui dis pas de le faire et qu'il le fait. Ouais. Ah, t'as peut-être un autre continue à tourner derrière. C'est pas parce que ton ensemble coupe le précédent. Tu peux avoir deux applications qui tournent et ta console. Voilà, c'est bon. Donc c'est un truc, ouais, faut juste prendre l'habitude de bien quitter L'appli pendant qu'elle tourne. Enfin, si tu veux. Ouais. Parce que je pense que tu n'as pas encore utilisé le rouge pour le Z. Fermer ici. Ah oui, tu l'as pas fait dans tu peux toujours utiliser ton plan ici. Hein. Tu peux cliquer là sur le nid. Voilà, et comme ça tu vas par color. Là, il est encore à 0. C'est bon chez toi? Alors, pour le. Oui, pardon. Donc, ce qui va déterminer la hauteur de notre point, c'est le rouge. Donc, tout simplement, ça ne marche pas, hein, paf, le rouge directement comme ça. Je me demande si on peut voir les IP là. Parce que Darlouse, c'est toi, mais Nick. Oui. J'ai un doute, mais ouais, c'est ce qu'il me semble. C'est bon pour vous? Ça marche? La musique est un peu forte, mais Ok, on revient dans notre draw principal, parce que c'est là qu'on va faire tourner toute notre vue. Comme d'hab, hein, push matrix, push matrix, et pop matrix. Vous avez déjà du code comme ça, vous pouvez, moi je le recode, mais vous pouvez très bien faire un copier-coller de ce que vous aviez avant. Donc, ce que je fais hein, simplement, c'est que je vais aller centrer ma vue dans la fenêtre, donc, mon point de dessin dans la fenêtre, et je refais un rotate sur l'axe X par exemple. Rotate, ça marche pas. Et je vais faire un peu le fainéant, je vais aller copier-coller directement le code d'ici. Sberdef. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais un push pop matrix,
C'est juste un truc pour que le code soit plus lisible, c'est que j'indente tout ce qui est entre le push et le pop. Comme ça, je vois où il commence, où il termine. Parce que quand vous collez tout, c'est pas très facile à lire. Alors là, mon draw, il va me dessiner l'image. Donc, ce que je fais là, hein, c'est que si ça, c'est ma fenêtre, si ma page ici, c'est ma fenêtre, je vais mettre mon centre de dessin ici, au milieu de la fenêtre, et puis je vais faire tourner. Donc, c'est pas ce que je voulais, ce que je vous ai demandé, enfin, ce qu'on avait fait l'autre fois, qui est de dessiner l'image à partir de son centre. Mais mon LangGen ici, c'est pas du tout, c'est quoi la taille de l'image qui a été chargée. Donc c'est mon ground qui va aller faire ça. Donc là ici j'ai remis du code push, pop matrix, translate, rotate x, rotate y, rotate z, pour que ça tourne dans tous les sens. Et puis je demande à mon ground de se dessiner. Mais c'est mon ground qui a son image, qui a tous ses points, etc. C'est lui où il sait où il doit se dessiner. Donc, je vais retourner dans mon ground.draw. Je me remets sur le côté, comme ça, pour que ceux qui veulent suivre. C'est juste ici un translate width divisé par 2, 8 divisé par 2 et 0 en z. Ça c'est x, y, z. X, y et z. Mon draw, ici, je vais emballer tout ça. Hop. Donc là, ce que je viens de faire, simplement, c'est de dire si ma map n'est pas égale à nul, alors je rentre dans une grande condition qui me permet de faire un push et pop matrix pour l'ensemble du truc, de ne pas avoir deux conditions séparées. Et ici, je fais parent.push matrix. Et je dois bien aller chercher mon parent. Hein. Donc je continue à faire. Je fais un nouveau push et pop matrix quand je fais un draw. Il n'y a pas de problème, ça va. Il y a un stack de matrices que je vais ajouter des transformations et les retirer. Et là, le seul truc à faire ici, c'est un parent.translate par la largeur de l'image fois 2, fois 1,5, moins la largeur de l'image fois 1,5, moins la hauteur de l'image fois 1,5, et 0. Avant, mettons le truc sans le moins. S'il te plaît? Avant, j'avais le truc sans le moins. J'avais pas le moins, j'avais le plus. Et ça marchait pas bien. Alors, ça ici, il faut bien t'imaginer, donc on a fait le translate jusqu'au milieu de l'écran, ici. Et donc notre image, elle va commencer à s'afficher là. Donc le centre, notre image, elle va... Donc le grand, il va s'afficher à partir de là. Pour qu'il soit affiché à partir du centre, je relève, donc je pars en négatif de l'autre côté. C'est pour ça que je mets le moins. Parce que sinon, je vais, à partir du centre, je vais dessiner encore plus bas. Et ça, c'est valable, vu que je fais un push et un pop matrix, c'est valable pour mon image, mais c'est valable pour tous les points aussi que je vais dessiner. Donc je ne dois pas m'emmerder à faire point x moins la largeur de l'image divisée par 2, etc. En le faisant une fois en translate, mon point de dessin, il remonte par là, j'ai plus de problème. Ligne.
juste le résultat que vous devriez avoir. Il y a un truc dans ce goût-là. Ça tourne n'importe comment. Mais on voit bien qu'ici au début, là où c'est noir, et là je sais pas du tout pourquoi c'est... Ah oui. Oui. Je vais enlever un truc ici qui est la modification de mon pixel. Bam. On n'a plus besoin de faire ça. Je pense que ça se passera mieux. Ouais, voilà. Ça fait... Ça... Oui. Mais oui. J'ai des petits points rouges sur mon image parce que je l'ai 1 pixel sur 10. Donc du coup j'ai fait un petit pointillé rouge partout sur ma texture plutôt qu'un grand aplat rouge. Ouais. Attends, je fais juste un petit truc parce que on voit pas bien. Là on verra mieux. Je le laisse tourner. Voilà. Là on voit mieux. Il y a vraiment les choses en l'air. C'est bon pour toi? Ouais. Nickel. Et là, ce que tu dois rajouter, tu dois remonter. Si tu lances comme ça, regarde ce qui se passe. Ça va afficher, mais tu vas avoir. Il faut bien emballer ton image dans le jugement ici. Et des raccourcis pour faire de l'idée. Et dans le raccourci pour la faire bouger. Alors là, ce que tu dois faire, c'est juste ton point de dessin, il est là pour le moment. Et là, quand tu rentres là-dedans, tu dois aller faire un translate par là. Avant l'image, parce que sinon, il n'y a que la grille point qui va être impactée. Pareil. Parce que tu es dans la train de travailler dans ce qui est dessins. Translate. Ouais, c'est ça. Et là, tu dois utiliser la taille de la main. Oui, ouais, c'est ça. Je sais pas où, si tu veux. Là, c'est un peu. Oui. Épuisé. Comme ça, tu l'as disponible si jamais. Et alors, tu dois aller en négatif. Une question. Oui. Si la map est nulle, la condition elle s'arrête où en fait? La condition. Enfin, le bloc c'est avant la deuxième Alors, condition. t'as un super truc. C'est un source. Format. Bam. Tu vois ce qui se passe? Il vient de te remettre ifmap et comme ça tu peux suivre et ça s'arrête là. Mais ça je vois, mais dans le programme je vais s'arrêter là parce que quand je lance j'ai juste un écran noir. Alors, pourquoi vous avez un écran noir? Si vous avez fait une hit. Ah, t'as pas sauvé. Ça sauve. Ouais. On relance. J'ai déjà pris mes autres. Non, c'est pas bon. Escape. Ça c'est bon, c'est bon. Reviens dans la même zone. Ça va bien.
après, c'est en temps 3D, c'est bien de chaque fois. C'est chaque fois. Relance un peu. Alors, on va mettre, si tu veux savoir s'il passe là, tu mets un système comme un hop, un container, au début, n'importe où. Là, tu lui mets n'importe quoi. Une chaîne de caractères, double O, double O. Attention, si tu mets un simple O, c'est un caractère. Double, ça se fait. C'est un peu beaucoup. Il a un peu beaucoup, et donc il passe bien là-dedans. Ouais. Alors, on voit rien. Non, ça pose pas de problème. Ok. Le fait de faire un push et pop, Ouais, c'est juste pour c'était pour le texte, mais pour c'est de la solidité. ouais. Enlève les translate. Comment translate rotate, tout ça. Voilà. Bon, alors, il y a un truc qui se passe pas bien. x5. Oh, je fais le bec. C'est un sale bug hein, parce qu'il est dur à trouver. Ici, c'est point. Donc c'est bien